écoutez le balado d'Évolution canine, la référence francophone en termes de comportement canin. Mon nom est Andréane Garneau et ensemble, nous naviguerons les idées reçues et les concepts complexes concernant le domaine animal. Allô Maëlie, bienvenue au podcast. C'est vraiment le fun de te recevoir aujourd'hui, surtout que tu vas être de plus en plus visible chez Évolution Canine. C'est toi maintenant qui reprends les réseaux sociaux. Tu nous fais plein de belles capsules. Présente-toi, explique un peu qui tu es pour tous ceux qui commencent à voir ta face sur Évolution Canine. Oui, bien merci premièrement de me recevoir. Je suis vraiment contente et choyée en fait d'être là ce matin pour un super beau sujet aussi qui m'anime beaucoup. Donc, je m'appelle Maëlie Richard, je suis intervenante en comportement canin depuis 2018 déjà. Entre autres, je suis aussi technicienne en santé animale, donc ce qui m'amène à faire différents volets chez Évolution canine, à apporter des fois aussi un autre regard sur certaines situations. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis j'espère justement pouvoir vous partager toutes mes connaissances au travers de ce podcast et différentes capsules. Ah, on est tellement contente et choyée de t'avoir. C'est vraiment le fun, là, ton énergie, tout ça, on aime ça. Fait qu'aujourd'hui, justement, on parle de liberté. On va parler vraiment d'un sujet qui enflamme les internets ces temps-ci, mais aussi qui est quand même assez complexe. Puis c'est ça qu'on veut vous transmettre là, dans le podcast. Donc, j'ai sorti 2-3 définitions que je trouvais qui étaient quand même assez intéressantes, juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais pour vous faire quelques petits rappels. Donc, je vous lis ça à l'instant. La définition là, de la liberté, ça peut être l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à un maître. Donc, là, c'est comme la définition qu'on s'imagine vraiment, la relation de quelqu'un qui contrôle quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à s'en référer à une autorité quelconque. Puis, il y avait aussi une autre définition qui disait c'est l'état de quelqu'un ou un animal qui n'est pas retenu prisonnier. Mais là, encore là, il faudrait comme aller un petit peu plus loin. C'est quoi être prisonnier? C'est quoi être libre de ses choix sans avoir à s'en référer? Tu sais, on pense beaucoup à la liberté au niveau, je trouve, physique. Moi, quand je vois quelqu'un qui physiquement a l'air de pouvoir se déplacer dans l'environnement ou qui n'est pas, tu sais, justement, on n'est pas en prison, on est dehors sur notre terrain, on peut faire ce qu'on veut, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est 100% libre? Est-ce qu'on a vraiment le droit? Est-ce qu'il y a comme une pression mentale peut-être là, qui est cachée en arrière de ça, puis qu'il y a une forme d'oppression? Donc, on va essayer de parler un petit peu là, de tout ça. La première question que j'ai pour toi, Maëlie, justement, pour sauter dans le vif du sujet, c'est justement, est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent apparaître au cours du développement des chiens qui pourraient être liés à un manque de liberté? Ben oui, tout à fait. Hein. Je veux dire, on n'apprendra rien aux propriétaires de chiens, aux professionnels, en mentionnant que la liberté peut avoir autant des côtés bénéfiques que des côtés négatifs à un certain point là, chez tous les êtres vivants, autant côté psychologique que côté santé physique. Hein. Quand on pense, par exemple, à une liberté en tant que propriétaire de chien, ce qu'on s'imagine, comme tu mentionnais tantôt, Andréane, on s'imagine que la liberté, ça veut dire courir en liberté dans le bois. Puis ça fait partie de certains critères qu'on va avoir de liberté. Mais certains problèmes de santé, entre autres, qui peuvent s'en découler. On pourrait avoir, par exemple, des problèmes de poids. Hein, des problèmes, par exemple, si on pense vraiment à cette liberté-là. Donc, les problèmes de poids, parce que l'animal ne peut pas se dépenser convenablement s'il est retenu par une laisse, encore une fois, un certain contrôle de l'animal. Donc, il ne peut pas se dépenser comme il le devrait, même si on marche 15 km. Un animal qui va faire 15 km lousse versus 15 km attaché, ce n'est pas du tout la même dépense énergétique. La musculature, ça ne vient pas développer la même masse musculaire. Mais si on regarde vraiment plus dans le quotidien, quand tu as fait les définitions de la liberté, ben, un animal qui est en cage ou qui est dans un petit environnement à journée longue, qui passe comme le plus clair de son temps confiné, donc avec un certain manque de liberté, bien clairement, encore une fois, la masse musculaire ne sera peut-être pas optimale pour supporter les besoins de cet animal-là, de cette race de chien-là. Donc, définitivement, les problèmes articulaires, les problèmes de poids, des problèmes, par exemple, aussi au niveau... si on tombe vraiment plus dans la problématique, là, on pourrait avoir des chiens qui vont aller jusqu'à, je ne sais pas, gruger des choses, donc se blesser. Donc, tout à fait. Oui, ça peut vraiment venir affecter là, le côté santé physique autant que psychologique d'un animal, d'avoir un certain manque de liberté. Puis on le voit chez d'autres espèces aussi. Là. Hyper intéressant de penser justement à toutes ces choses-là. Puis j'aime ça, tu as mentionné un peu la destruction. Est-ce que le manque de liberté peut entraîner
dans le fond, une hyperactivité puis de la destruction, est-ce que ça peut être lié? Je pose la question, mais je suis comme... Ben, en fait, oui, tout à fait. Tu sais, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup là, tu sais, en tant qu'intervenant en comportement canin. Je suis convaincue que je ne suis pas la seule qui se fait approcher par des propriétaires de chiens, soit pour des raisons de chiens destructeurs, de chiens qui semblent ne jamais dormir. OK, le cas typique, là, mon chien ne dort pas. Donc, tout à fait, là, tu sais, c'est des choses qu'on peut très bien voir par un chien qui manque un chien. Puis là, c'est parce qu'on se concentre sur le chien, mais toutes les espèces incluses, là, ça serait vrai pour les humains aussi, donc de développer certaines problématiques de comportement qui sont des comportements pour lesquels les propriétaires vont nous appeler en tant qu'intervenants pour nous dire c'est pas normal, mon chien a un problème de comportement, mais quand au final on arrive en consultation, on se rend compte que c'est aussi, dans certains cas, il y a des cas que c'est pas ça du tout, mais ça peut être aussi une fonction, une espèce de réponse à la régie dans laquelle l'animal est constamment. Là. Fait que tout s'en découle d'une certaine façon à cette dite liberté-là qui n'est, encore une fois, pas simplement de courir libre dans le bois. Là. Il y a d'autres types de liberté, effectivement. Ah, wow, ouais, c'est important de garder tout ça en tête. Est-ce que les problèmes de liberté, est-ce que le fait de voir un animal qui ne peut pas prendre toutes les décisions, un peu comme on disait, là, qu'on restreint au contrôle, ça peut-tu amener à des troubles obsessionnels compulsifs? Est-ce que ça peut amener à des problématiques vraiment plus complexes? Oui, tout à fait. Tu sais, par exemple, si on prend tu sais, des chiens qui ont très peu de possibilités de choix ou de notions de choix dans le quotidien, puis ça fait un très beau parallèle. Tu sais, depuis tantôt, on parle que c'est pas juste d'être libre dans le bois. Bien, le fait d'avoir toujours un certain contrôle de par l'humain sur les animaux, bien, clairement, tu sais, ça vient jouer sur un état psychologique. Puis si on a des chiens, des races, des types, des personnalités qui sont plus à risque de développer certains problèmes de comportement, oui, ça peut en découler à ça. Tu sais, on choisit tout là, pour nos chiens. Là. On n'en vient qu'à choisir jusqu'à temps où est-ce qu'ils vont faire leurs besoins, à quelle heure ils vont le faire, où est-ce que tu dors, où est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu manges, combien de repas par jour. C'est toutes des notions qui font en sorte que notre chien, au final, a très peu de liberté dans ses choix parce qu'on contrôle d'une certaine façon ça aussi. Donc, c'est un beau... il y a toujours deux côtés à une médaille, puis surtout dans un contexte de liberté comme ça, mais définitivement, on peut vraiment voir chez certains types de chiens qui ont déjà certaines prédispositions à avoir des problèmes de stéréotypie qui seraient plus marqués ou qui vont être déclenchés, mettons, par un certain manque de liberté, que ce soit dans les choix ou dans la régie de l'environnement et la dépense énergétique. Là. J'aime ça que tu as mentionné le fait qu'on décide où ce qu'ils vont, quand est-ce qu'ils vont faire leurs besoins, où ce qu'ils vont dormir. Puis c'est la première personne qui m'avait fait vraiment réaliser ça, c'est Simone qui disait, tu sais, Andréane, les chiens, là, c'est comme la seule espèce, là, la seule animal qu'on va avoir qui doivent attendre pour faire pipi et faire caca. Pour la majorité, évidemment, on généralise. Je sais qu'il y a des gens qui, les chiens, bon, soit ils vont avoir accès à l'extérieur quand ils veulent, tout ça, mais il y a beaucoup, la majorité, on veut les rendre propres, c'est-à-dire décider quand est-ce que c'est le temps, quand est-ce que c'est OK, tu peux te soulager. Et c'est fou de penser à ça, de ce genre de contrôle-là. C'est normal pour nous, on le prend pour acquis, mais en y repensant, j'ai fait, ouais, c'est vraiment intense. C'est comme si on me disait, ben Andréane, toi, ta pause pour aller uriner, c'est de 10h à 11h. Mais si ça arrive à un autre moment, tu dois attendre. Ben, je ne sais pas comment je réagirais à ça. Ce manque de liberté-là viendrait probablement me causer du stress parce que je me dirais, ben là, j'ai envie, là, maintenant, et je ne peux pas. Je ferai dans mes culottes. Ben, tout simplement. Fait que les chiens, depuis ce moment-là, j'ai vraiment aimé. J'ai eu un peu plus de. Ça a vraiment changé ma vision. Fait que je trouvais ça intéressant. S'il y en a d'autres qui nous écoutent qui font cette réalisation-là aussi, fait qu'ouvrez la porte à votre chien dès qu'il veut, s'il vous plaît. Exactement, oui. Pourquoi pas, là? Pourquoi pas aller là-dedans? Est-ce que tu as déjà vu des cas où le manque de liberté ou justement ce contrôle-là, pas nécessairement au niveau de la vessie, là, ce genre de contrôle-là qu'on a, les êtres humains sur le chien, peut entraîner des problématiques comme, mettons, de la réactivité? Ben oui, tout à fait. Puis c'est quelque chose que, tu sais, petite tranche de vie, là, je l'ai vu dans mon quotidien avec un de mes chiens qui est très réactif. Là. Tu sais, je suis beaucoup aussi impliquée auprès de l'organisme Chiot Nordique, pour ne pas les nommer. Puis tu sais, c'est que je me rends compte aussi que dans certains cas, tu sais, si on regarde des chiens, puis là, on parle de cet organisme-là, mais il y a plein d'organismes ou de gens qui adoptent des chiens qui ont déjà été en liberté, puis qu'au final, ben je ne veux pas dire nos standards de propriétaires de chiens, mais tu sais, un super beau parallèle avec ce que tu viens de faire, c'est qu'on s'attend à ce qu'un chien doive apprendre la propreté parce que c'est le standard de notre société.
c'est beaucoup plus facile aussi. Là. Tu sais, partir travailler 5 heures, puis de savoir qu'on ne reviendra pas dans la maison avec du pipi partout, c'est plus facile. Mais c'est qu'au final, on a des attentes en tant que propriétaire de chien, puis clairement, c'est sûr que ce serait plus facile de dire j'attache la laisse à mon chien, puis je vais le faire marcher 10 minutes, puis sa dépense énergétique serait la même que s'il avait couru lousse 1 heure. OK? Mais au final, ce qui arrive, c'est que c'est un autre contrôle. Oui, on contrôle un animal parce qu'on peut pas, c'est pas logique de laisser le chien toujours lousse non plus, mais c'est que ça vient augmenter le stress dans le quotidien parce qu'il peut pas se dépenser convenablement. Là, je vous épargne tout le côté hormonal de ça, mais tout ce qui est du stress parce que il va vivre des choses, par exemple, pendant ses promenades en laisse ou avec le manque de liberté dans son quotidien, il va vivre des stress, juste comme tu as dit tantôt, ben, de savoir que tu ne pourras pas aller faire pipi si tu as envie. Ou tu sais, des fois, c'est des cas qu'on voit des chiens qui ont des diarrhées puis ils ne peuvent même pas sortir. Bien, y a-tu de quoi de pire que ça? Fait que c'est des petits stress qu'au quotidien font en sorte que oui, l'animal est plus souvent stressé, puis parce qu'il est plus souvent stressé, il va avoir tendance à plus réagir fort face à certaines situations. Donc, imaginez si on a un chien déjà qui aime, par exemple, si on prend la réactivité par peur envers les autres chiens, qui aime déjà pas les autres chiens, que c'est pas son espèce favorite, ou il a peur ou peu importe, on l'attache, il n'y a pas de notion de choix dans sa journée, il vit plein de stresseurs parce que j'ai envie, je ne peux pas le faire, j'ai faim, je ne peux pas manger, je demande la porte, elle n'est pas là, je voudrais juste aller prendre l'air, je ne peux pas, on me sort en laisse, je vois un autre chien. Là, je vais vous faire une autre analogie, OK? Puis cette analogie-là, en fait, j'en parle aussi là, dans un cours qu'on a fait sur la plateforme, là, un des séminaires là, sur la réduction du stress en milieu clinique. Oui. Qui est disponible sur la plateforme. Mais en fait, c'est une espèce de superposition des déclencheurs. Oui, de déclencheurs, mais tu sais, si par exemple, vous revenez à la maison après une grosse journée de travail, puis que, par exemple, vous revenez puis que votre conjoint n'a pas défait de lave-vaisselle, vous avez mal à la tête, vous êtes stressé, la réaction va être probablement énorme pour il n'a juste pas parti ou pas vidé le lave-vaisselle. Ça, avec du recul, on va pouvoir regarder ça et faire comme regarde, mets du savon puis parler le lave-vaisselle. Tu sais. Mais au final, c'est qu'on se rend compte que, ben mon Dieu, ça se reflète aussi d'une certaine façon chez les chiens en ajoutant toutes ces petites étapes-là. Après ça, on le sort, on contrôle toute sa vie. Ben, c'est stressant pour eux. Puis le stress a une relation directe avec le niveau de réactivité de certains chiens. Donc, une belle réponse longue pour te dire que oui, ça va avoir un lien sur certains niveaux de réactivité chez certains chiens. Ouais. Mais j'aime ça que tu as mentionné beaucoup le côté prévisibilité aussi, puis tu sais, un peu tout c'est comme un melting pot, c'est comme un ragoût de tellement d'affaires. Fait qu'il y aura tellement de choses qu'on pourrait tu sais, comme parler là, de plus en détail avec ce que tu as dit. Le fait que nos animaux, tu sais, justement, tu arrives à la maison, puis bon, eux autres sont comme contents de te voir, mais en même temps, toi, t'es comme, eux autres, ils ont peut-être envie, ils n'ont pas sorti, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Fait on est peut-être même déçus, tu sais, tu sors ton chien, puis là, il est réactif au bout de la laisse. Autant que lui, tu penses pas à tout ce qu'il a vécu, mais toi, tu as passé une mauvaise journée, ça a été vraiment difficile. Là, tu arrives, ou mettons, il s'est échappé en plus, le pauvre, parce qu'il avait de la diarrhée. Et là, découragé parce qu'il est réactif en laisse, mais il faut penser à ton animal. Lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Toi, tu as vécu des choses. Fait que oui, ça peut être le conjoint qui n'a pas vidé de la vaisselle. Ça peut être le chien aussi qu'on est comme oh mon Dieu. Donc, c'est quand même important, je pense, d'essayer d'intégrer justement un petit peu de liberté puis d'essayer d'intégrer des notions de choix quand on le peut. Tu sais, pourquoi pas avoir justement un petit peu plus d'empathie. Je dis pas qu'on n'est pas empathique, des fois, c'est qu'on y pense pas, on le sait pas, pour que nos chiens puissent prendre plus de décisions puis qu'il y ait un petit peu plus de liberté. Et donc, on diminue ces problématiques-là. Parce que je suis certaine qu'on peut voir aussi des problématiques, pas juste la réactivité, mais on peut voir aussi des agressions, même si c'est un peu lié des fois là, dans certains contextes. Mais est-ce qu'on peut, justement, est-ce que tu as des cas où ce que le manque de liberté peut entraîner soit des morsures ou des agressions quelconques là, d'un chien? Bien, tout à fait. Tu sais que ce soit, on va prendre le côté plus, je vais dire, classique là, de la définition de la liberté, le fait d'être libre dans un environnement, donc se promener en liberté dans un environnement donné, où est-ce que c'est possible de le faire. Mais tu sais, définitivement, je veux dire, ça fait partie des endroits, des façons qu'un chien va avoir pour dépenser son énergie, mais pas juste pour le fatiguer, pour venir comme faire une espèce de relief, un soulagement à ce stress-là qu'il vit dans le quotidien. Puis c'est vrai pour nous aussi, là, on passe toute la semaine à attendre un certain moment qui est le vendredi soir. Le vendredi soir, la petite coupe de vin, on relaxe. Bien, crime, notre chien qui n'a pas accès à rien de ces prises de décision-là va arriver à un certain moment et va pouvoir
enfin relaxé. Mais imaginez si ce chien-là, qui a peut-être pour X, Y raison, des cas qu'on va prendre, qui n'a pas de notion, qui n'a pas de possibilité de contrôle sur son environnement, mais qui vit dans un environnement qui est contrôlé, qui est parfois très stressant. Là, on vit dans des maisons multi-chiens, on vit avec des races de chiens qu'on décide d'adopter parce que, je ne sais pas, on veut faire des sports canins, parce qu'on aime ces races-là pour des raisons quelconques, ou même des chiens de refuge. On les confine dans un environnement avec des enfants, avec notre routine, on s'attend à ce qu'ils répondent à ça. Puis clairement, on vit des situations qui sont problématiques. Là, le nombre de fois où est-ce que j'ai été appelée sur des cas puis que je me rendais compte que c'est une espèce de roue qui tourne parce que le chien n'a pas nécessairement de liberté, qu'il n'a pas de notion de choix, qu'il n'est pas capable d'avoir un contrôle sur sa vie. Alors que si c'est un chien, je ne sais pas, qui était en liberté avant, un chien qui vient d'un village, par exemple, puis il est super fin avec les enfants dans ce contexte-là. Mais on le prend, on le met dans une maison où est-ce que dans son quotidien, il vit ça? Clairement, on en voit des cas de morsure, des cas d'agressivité, des cas de chiens qui sont mal à l'aise, protection de ressources. Le chien devient tellement irritable et c'est normal. Puis ça fait justement partie, en fait, d'une des... on va en parler là, prochainement. On va faire une conférence là, sur les 50 notions là, de liberté, tout ça, 50 nuances là, de liberté, une conférence qu'on va faire le 17 et 18 juin prochain. Puis on va parler beaucoup de ça, de certaines races, de certains chiens qui vont avoir des prédispositions. Puis là, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, là, vraiment pas. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, votre boxeur ne court pas en liberté qu'il va mordre votre enfant, mais c'est vraiment de venir comprendre que les races, que certains chiens, que certains types de chiens qui ont des besoins particuliers, et ça ne veut pas dire tout simplement de courir en liberté dans le bois. Ce n'est pas que ça, parce que même si vous donnez ça à votre chien quotidiennement, le fait de vivre dans un environnement qui est stressant, où est-ce qu'en plus, il n'y a pas de choix, puis que peut-être qu'en plus, c'est une roue qui tourne parce qu'il y a des besoins particuliers, on ne le sort pas parce que c'est trop de gestion. Comme tu as dit tantôt, on revient de notre journée de travail, on est fatigué, on est épuisé, mon chien va japper, va tirer. Ah, on n'a pas le goût. Ça n'arrête pas, tu sais. Fait que le but de cette conférence-là, ça va être un peu ça aussi, là, de vous aider à comprendre un petit peu, puis même en tant que propriétaire ou en tant que professionnel, comment je vais faire pour accompagner mes clients là-dedans en leur donnant des façons claires et précises pour accompagner leur chien, pour lui donner plus de notions de choix, sans dire, ben viens-t'en, je détache ta laisse puis cours libre. C'est pas que ça. On veut sécuriser tout le monde, là. Oui, puis je pense que moi, je veux vraiment pas manquer ça. Il va y avoir 4 conférencières. Donc, il va y avoir toi, Simone, Nathalie et Amy. Puis ça va être vraiment intéressant. C'est comme plein de backgrounds différents. Puis des fois, ce que j'avais demandé à mon chien avant, là, c'est par exemple, c'est comme un gros contrôle. Puis ça m'a vraiment fait penser à, je pense que je ne ferais plus ça, mais j'avais la règle de on ne joue pas dans la maison, mettons, entre chiens, quand il y avait un ami chien. Puis c'est un peu nono parce que moi, ça ne m'adonne pas. J'ai peur que quelque chose soit cassé, qu'il rentre dans quelque chose. Mais si c'est là, maintenant, qui ont des beaux appels au jeu, qui sont dedans, qui ont l'énergie pour ça, puis ça leur tente, bien, ça serait peut-être de, oui, OK, je comprends, peut-être pas dans la maison, mais ouvrir la porte à ce moment-là. Mais des fois, moi, j'avais tendance à dire, mais ça va être tantôt, dans 1 heure, dans 2 heures, mais ça sera peut-être pas un bon moment. Il va peut-être avoir eu des situations où moi, j'ai augmenté le stress en essayant de les séparer pendant le jeu. Puis là, quand je vais les laisser aller dehors, puis si je mets un os là-dedans, bien là, ça va vraiment mal se passer. Donc, c'est bon de se remettre en question. Puis cette conférence-là, c'est certain que je les écoute, ces conférences-là, je pense que je vais avoir aussi plein d'autres idées, plein d'autres situations que je vais réaliser. Ah, est-ce que je peux faire ça un peu différemment? Ça, est-ce que c'est un peu du contrôle freak ou c'est vraiment essentiel? Parce qu'on le sait, il y a des situations dans lesquelles il faut avoir un certain contrôle. Okay, premièrement, on est responsable de nos animaux. Il y a un côté légal en arrière de tout ça. Puis aussi, ben on ne veut pas qu'il arrive de quoi avec nos enfants puis dire bon, ben, c'était au chien à gérer. Puis moi, je l'ai laissé libre là-dedans et l'enfant pouvait prendre ses décisions. Fait que c'est très complexe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup. Ça peut être très émotif de parler de ça parce qu'on peut vite être polarisé. On peut être très, très, très prône à dire ben, la liberté en tout temps, peu importe, même s'il y a des risques, la liberté à tout prix. Mais il y en a qui vont avoir une tendance à faire très, très, très attention puis dire, ben, en premier, moi, je veux qu'il n'y ait aucun risque avant de donner quelque forme de liberté à mon chien. Il faut comprendre que ça vient aussi avec les personnalités humaines, là, je pense. Oui, puis le background aussi, de chacun des propriétaires de chiens, de chacun, en fait, des intervenants aussi. Je me rends compte que dans notre pratique, avec les cas qu'on a, en tant qu'intervenant, des fois, on a des cas, par exemple, ces temps-ci, beaucoup de réactivité en laisse, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, mais on vient qu'à être
on veut beaucoup de nuances, mais naturellement, on a nos propres biais de parce qu'on vit dans notre quotidien, de par certaines races de chiens, certains types de chiens, l'environnement dans lequel on est, les expériences passées, tu sais, il faut vraiment essayer d'enlever, je dirais, notre tête du sable, là, puis vraiment essayer de réaliser que pour cet individu-là, qu'est-ce qui serait bénéfique versus peut-être un même chien dans le même environnement qui n'aurait pas les mêmes besoins. Fait que c'est un peu ça qu'on va venir essayer de voir. Puis, tu sais, avec Simone, justement, elle va parler beaucoup de ça, beaucoup de nuances, des chiens plus à problème, vu qu'ils ont des besoins particuliers. Fait que oui, je pense que ça va être, encore une fois, rempli de nuances là, comme événement. Puis ça va ressortir de là en disant, mon Dieu, Ah, qu'est-ce que je 100%. fais? Ouais. Ouais, ça va être peut-être pire pour certaines personnes. Là. Vous arrivez confiant, puis vous allez partir un peu comme, mon Dieu, avec beaucoup de travail à faire, tu sais, de Ouais. réflexion. Et ça me fait beaucoup penser à, quand on a parlé un peu d'agression, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont eu l'exemple, mais tu sais, le manque de liberté, des fois, les barrières agression, je voulais dire en anglais, mais j'ai cancellé. Mais on voit des situations dans lesquelles, justement, est-ce qu'il y a comme un peu de la peur en arrière de ça? Est-ce que c'est plus un côté de protection de ressources? Pourquoi on voit dans des contextes où que l'animal, quand il est soit pris avec la laisse ou il est pris dans un enclos, où il y a juste une barrière, le chien, d'un coup, il est tombé courageux, tu sais, il va attaquer l'autre, puis on ouvre la porte où, Ouais. c'est fini, tout s'arrête. Est-ce que tu as vu des cas, justement, où ce que c'est le fait de trop vouloir contrôler l'animal peut, je vais dire, augmenter la peur, peut-être que j'utilise pas la bonne terminologie, mais le fait de prendre ce contrôle-là, on peut avoir des problématiques, puis avoir un animal qui est plus heureux. OK, je vais dire ça de cette façon-là, mais je te laisse me corriger. Je comprends. Ben oui, je comprends la question. Puis, tu sais, on a tout, je pense, pendant que tu posais la question, je trouve qu'on avait tout en tête la fameuse image, tu sais, le meme, que la vidéo, tu sais, que la barrière à l'ouvre, puis que les chiens s'en vont, puis comme ils font Oui, tous c'est prendre vrai leur ça. partie, là. Ah oui, Exactement. on la Donc, voit. la clôture verte et tout, là. Mm. Ben, en fait, oui. Puis, encore une fois, là, moi, tu le sais, je suis une fan d'analogie. Hein. On est toujours mieux en arrière d'un clavier d'ordi à écrire des bêtises aux gens que de le dire en face. Puis c'est un peu la même chose pour les chiens. Là, okay? Là, j'image là, fois 1000, mais c'est C'est juste parfait. que, en fait, ce qu'on veut, c'est que, oui, il y a une certaine notion de j'ai peur. Il y a une certaine, tout dépendant des cas. Là. Il y a une certaine notion de j'ai peur. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'investiguer comme je le voudrais. Puis c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez certains types de chiens. Donc, par exemple, des chiens qui avaient beaucoup de liberté avant, puis que là, soit qu'ils changent de milieu parce qu'ils ont été adoptés en refuge, parce que c'est des chiens, par exemple, de saisie ou peu importe, qui arrivent dans un autre milieu où est-ce que ces problèmes de comportement-là vont venir qu'à apparaître. Parce qu'imaginez que vous ne pouvez jamais entrer en contact vraiment avec l'individu devant vous, puis que tout ce qui se passe, c'est derrière un écran, par exemple, puis qu'on se craigne de un et l'autre, puis que au fil du temps, on le sait, ce qui peut arriver, c'est que ça peut mener à des gros problèmes de réactivité parce qu'ils n'ont pas de possibilité à communiquer librement. Et ça aussi, c'est une partie de la liberté. Ça fait partie de la définition de la liberté. La communication libre. Le but, c'est on en parle, la socialisation, et ce sera peut-être un sujet de podcast très, 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 très intéressant un jour, mais tu sais, vraiment de faire en sorte que les laisser communiquer librement, à quel point ça peut les aider, à quel point c'est bon pour leur psychologie. Et le but n'est pas de lui apprendre à jouer avec les autres chiens. La société, je trouve, et là, excusez-moi, est un peu mal faite là-dessus. Nos attentes de la socialisation, c'est d'avoir un chien sociable, qui aime les chiens, qui veut jouer, mais ce n'est pas la réalité des races qu'on a créées en tant qu'humains à la base. Et des raisons pour lesquelles ils ont été créés, pour répondre à un certain besoin qu'on avait, pour répondre à un travail qu'on leur demandait. Puis au final, c'est qu'on arrive et qu'on est déçu de ces races-là. J'ai déjà eu un client qui voulait que son Shiba joue avec tous les autres chiens. Puis moi, en fait, j'étais contente parce qu'il était capable de vivre à proximité d'autres chiens puis qu'il communiquait super bien. Puis comme moi, mais là, il monte les dents. Oui, mais il communique correctement pour le contexte. Il ne veut pas. Puis c'est correct. Tu sais, moi, je ne suis pas le genre à voir tout le monde crier, taper dans les mains, faire des câlins. Je ne suis pas comme ça. Fait que pourquoi est-ce que la société exige la même chose de nos chiens? Puis ces chiens-là, je dirais, il n'y en a jamais trop, mais c'est trop sociable, trop sociable. Souvent, c'est ceux-là qui ont des problèmes de réactivité par frustration, des réactivités de barrières, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont été habitués comme ça, parce que c'est les attentes de la société. Tu sais. Fait que,
Oui, tout à fait. On peut avoir des gros problèmes posés par ces barrières-là que laissons faire le côté contrôle. On a besoin d'avoir un contrôle sur nos animaux. On ne veut pas qu'ils se fassent frapper ou peu importe, mais que la société s'attend d'un certain chien, encore une fois. Fait que, définitivement, il y a beaucoup de problèmes de comportement qui peuvent être liés par ce manque de liberté-là et de choix, de notion de qui l'animal est fondamentalement. Là. Mais wow, je te ferai un standing ovation, mais j'aime vraiment que tu parles de... Tu sais, comme enfin, on parle de nos attentes, tu sais, comme pour le jeu, puis d'avoir un chien qui aime tout le monde, mais je veux dire, on n'aime pas, je connais personne qui aime tout le monde, fait que je suis comme, pourquoi tu t'attends à ça de ton chien? Pourquoi on s'attend aussi à avoir autant de jeux? En tant qu'enfant, on joue beaucoup, puis après ça, on vieillit, puis on commence à moins jouer, puis j'ai une amie psychologue avec qui je parlais, puis elle disait, plus ça va, plus les nouvelles générations arrêtent à jouer. Arrêtent de jouer tôt, les enfants arrêtent rapidement. Tandis que, tu sais, moi, je veux dire, moi, à 12 ans, c'était gênant, là, je jouais encore à poupée presque, là, tu sais. Puis ça a l'air, en tout cas, que les générations maintenant, ça arrête vraiment rapidement, plus jeunes. Fait que le jeu, chez les autres espèces, on a des attentes, je trouve, des fois, qui sont irréalistes. On veut qu'un vieux chien aime jouer comme un chiot, puis on envoie des vidéos, puis on se dit, ben oui, mais c'est possible, puis ça se peut, puis il y en a des gens sûrement qui nous écoutent qui disent, mais oui, mais moi, j'en connais un chien qui adore jouer. Oui, mais ça aussi, au niveau du développement, est-ce qu'on peut s'attarder à c'est quoi le développement normal? Est-ce que le fait de s'amuser puis d'explorer, en tout cas, j'ai de la misère à définir une autre façon de jeu pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire par là. C'est pas nécessairement juste de courir après la balle que je parle, là. C'est vraiment le fait d'être très... imaginer une maternelle de chiot, OK? Bon, c'est ça, je parle. Exactement. Ça change. Comme moi, quand j'étais jeune, on pouvait m'amener au Mégaparc, puis j'allais me promener, puis j'allais parler avec tous les enfants. Mais on fait ça aujourd'hui, là. Je m'en vais pas parler avec tout le monde. Tu vas jouer dans les piscines à balles en maudit, par exemple. Oui, mais tout seul. Puis, tu sais, Exact. il n'y aura pas un mot à qui que ce soit. Je vais lancer des balles aux autres. On a des attentes dans la société qui sont drôles, qui arrivent de quelque part. Je ne sais pas de où. Je ne sais vraiment pas c'est quoi le billet qui est lié à ça. Mais il faut se poser la question à mon client, là, quand il me demande des choses comme ça, est-ce que je dois peut-être commencer par lui faire comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réel, exactement comme toi tu disais avec le client de Shiba Inu, ben, c'est de commencer par faire un petit peu de ou peut-être que nos attentes sont trop élevées. Ah, il y a tellement de choses que j'ai aimées dans ce que tu as dit, pour vrai, wow. Très, 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 très important de se rappeler ça. Il y avait une autre chose aussi, mais j'ai oublié c'est quoi l'autre point que tu avais parlé, que j'étais comme, oh mon Dieu, il faut qu'on rebondisse là-dessus. C'est pas grave. Mais bon, est-ce que c'est possible justement d'avoir trop ou pas assez de liberté? En parlant de peur, il ne faut pas oublier que je pense que dans le côté contrôle, en tant qu'humain, il y a beaucoup de peur qui est liée à ça pour nous aussi. Donc, le fait qu'il y a une route à proximité, des fois, on ne veut pas que notre chien soit libre. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'une fois, un de nos chiens s'est fait frapper, ou même, on le sait que c'est possible, donc on a très peur. Et donc, on va venir aller chercher plus de contrôle. Est-ce que c'est possible? Là, c'est un peu une question philosophique. Est-ce que c'est possible de donner trop de liberté? Est-ce que c'est possible d'en donner pas assez? Là aussi, on a répondu à ça, mais est-ce que tu penses que des fois, si on laisse notre chien aller, ça peut être néfaste aussi de dire « Ah, il choisit tout ». Et mon Dieu. Moi, personnellement, tu fais juste me dire ça, puis mes chiens ont déjà tout ouvert la porte du garde-robe pour se goinfrer la face dans leur bouffe. Fait clairement, on veut de la nuance, encore une fois. Mais, tu sais, en fait, c'est surtout... Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre, en fait, je trouve, en fait, ma perception, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que, encore une fois, on a des chiens. C'est quoi les besoins de base? Ils partent d'où ces chiens-là? C'est des chiens qui sont rapprochés des villages. C'est bon, on ne repartira pas sur toute cette idée-là, mais en fait, oui, il peut y avoir trop de liberté. Puis là, je ne veux pas tomber dans le voisin qui laisse son chien juste sur son terrain quand on passe en avant. Mais on en a tout un comme ça, OK? Ah oui, Puis, oui. quand je dis ça, on le voit. Quand tu dis ça, je suis comme... Oui. La troisième maison, l'autre bord, tu sais, on le sait. Puis ça, clairement, je repose la question, tu sais, est-ce que c'est vraiment trop de liberté? Parce que ce chien-là, là, il est heureux. Là. Tu sais, au final, ce chien-là, l'individu, il est bien. Là. Mais est-ce que c'est vraiment un trop de liberté ou un manque de contrôle? C'est là où est-ce que c'est difficile, parce que si tous les chiens du monde, les attentes de la société faisaient en sorte que tous les chiens devraient savoir. Dans la maternelle, c'est du jeu en chien, par exemple, et tout le reste, c'est du rappel. Exemple. Ouais. OK?
les chiens, probablement, qui auraient plus de liberté. Fait que c'est là où est-ce qu'on peut avoir trop de liberté? Je crois que oui, parce que ça prend, d'une certaine façon, une structure. Parce qu'on le sait, la routine, c'est sécurisant, OK? Moi, j'ai une routine, je suis quelqu'un d'anxieux à la base, ça me fait du bien d'avoir ma petite routine, mes petites affaires. Ça fait du bien, la routine. Mais là où est-ce que c'est difficile, c'est quand on a des semaines, tu sais, réglées au quart de tour, qu'on a des rencontres, des réunions, ça devient difficile parce qu'on n'a pas de laxité. C'est un peu ça où est-ce que chez le chien, c'est la même chose. C'est d'avoir une certaine routine qui est sécurisante pour l'individu. On peut avoir une maison multi-chien avec 4 chiens différents, puis que la routine ne sera pas la même avec chacun. Si on a un chiot ou un vieux chien, la routine ne sera peut-être pas la même. Où est-ce qu'on est rendu selon leur état d'esprit, selon leur état de santé. Mais au final, c'est que trop de liberté peut aussi mener à certains problèmes de comportement, comme par exemple la frustration en laisse. Ce chien-là passe sa vie lousse. Ses contacts sont super bons quand il décide de sortir de son terrain. Le propriétaire le rappelle 45 fois. Il vous suit sur 500 mètres. Mais attachez-le en laisse. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait la piloérection. Fait que là, ça ne marche pas pantoute parce que cette fois-là, pourquoi je ne peux pas l'investiguer? Qu'est-ce qui se passe? Ce chien-là, je veux l'investiguer. Bien, la prochaine fois, peut-être qu'il va arriver et qu'il va être encore plus prime, puis ça peut déclencher une bagarre. Ce n'est pas sécuritaire. Tu sais, trop de liberté, ça peut, dans la société dans laquelle on vit, il y a des routes, il y a des voitures, comme tu dis. Fait que clairement, les deux extrêmes sont possibles. Tu sais, le but, c'est vraiment, selon moi, d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être bien pour notre chien, pour l'individu, encore une fois, pour la race qu'on a devant nous. Puis j'espère que ce podcast-là pourra faire changer d'une certaine façon nos standards de société, puis les attentes qu'on a, puis tous les intervenants en comportement canin qui nous écoutent présentement, bien, crime, essayez de tenir votre bout. T'sais. Là, je lance ça à Epic, mais peut-être que ce qu'on veut aussi, c'est vraiment ça fait partie comme de 80% de notre travail, de travailler sur la gestion de l'environnement, la régie, d'éduquer les gens. Puis oui, on éduque des chiens, on travaille ça, mais le gros de notre travail, c'est de venir éduquer les gens. Je reprends l'exemple du Shiba. Bien, ce chien-là, j'ai fait 3 rencontres que j'ai brisé les rêves de ce propriétaire-là par rapport aux attentes qu'il avait à son chien. Fait que je devais l'accompagner là-dedans, puis lui dire, regarde, moi, ce que je vois présentement, c'est parfait, puis c'est correct, puis je comprends que ça ne répond pas à tes attentes à toi, parce que, exemple, tu avais un golden avant, pro-social, mais comme c'est correct, et l'individu qui habite chez vous présentement, ce petit chien-là, il est vraiment super gentil, puis il n'est pas dangereux pour la société, fait que, ni pour lui-même, ni pour les autres, c'est correct, mais c'est difficile de voir un chien qui grogne, c'est des deuils. Fait que, oui, il peut très bien avoir trop de liberté comme pas assez. C'est d'être nuancé par rapport à ça, par rapport aux chiens qu'on a en avant de nous aussi. Là. Beaucoup, 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 beaucoup. Oui, on a une société qui ne nous permet pas d'avoir des animaux style sauvage. Parce que même les coyotes qui sont libres, ben, ils se font frapper des fois. Mais là, c'est de l'extrême. Je veux dire, ça n'arrive pas. Je ne vois pas un coyote par jour sur le bord de la route, mais quand même, est-ce que j'en reviens à la définition qui disait que la liberté, ça peut être la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Imaginez que cette définition-là de la liberté, ça serait notre société, ce serait l'horreur. Alors, personne n'a de rendre de compte à qui que ce soit. Donc, tu fais ce que tu veux. Ouais, mais ça, c'est mon terrain. Ouais, mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je venais faire un feu dans ta cour. Ouais, mais non. Ça serait ça. Ton voisin est libre, mais d'où la phrase que ta liberté, tu sais, ça arrête. C'est quoi? C'est-tu la liberté cesse là où l'autre commence? Hey, je suis vraiment pas bonne, mon Dieu, moi, Maëlie. Tu sais de quoi je parle? En tout cas, ceux qui nous écoutent sont comme moi. André, t'es pas bonne des expressions. C'est pas de ma faute, c'est la faute à mon beau-père qui me donne plein d'expressions mélangées. Mais c'est une expression que, mon Dieu, je suis sûre que ceux qui nous écoutent sont comme, mais oui, là, c'est comme ta liberté s'arrête là où celle des autres commence ou une affaire de même. Ah, mais ça me dit quelque chose, oui. Mais, mais aide-moi. ça ressemble à ça. En tout cas, c'est à peu près ça, vous avez compris le principe, mais c'est de ne pas oublier que si vous, votre chien, justement, a des problématiques, puis qu'il a peur des autres, puis qu'il a des problèmes de réactivité, puis il va agresser l'autre chien, bien, le fait que ton voisin dit « Ouais, mais moi, mon chien a besoin de sa liberté, puis il peut se promener bien, », ça vient causer un conflit direct. Ouais. Oui, lui, il est full libre, mais le tien, cette liberté-là, vient causer du mal-être, vient causer des risques, vient faire en sorte qu'il pourra avoir des blessures. Puis des fois, c'est la simple peur des gens. Tu sais, il y a des gens, je sais, tu ne vas pas dans un parc canin si tu as peur des chiens, mais parfois, tu es chez toi, dans ton jardin, et là, tu te retournes, tu as peur des chiens, tu es chez vous, tu es en train de jardiner, puis il y a un chien qui te regarde sur ton terrain. Ça, je trouve que c'est un cas où il faut
prendre en considération. On se dit, hey, je m'excuse, il est super fin, tu ramènes ton chien chez toi. Mais la personne, là, elle a peut-être besoin d'aller changer ses culottes, tellement elle a eu peur. Oui, certainement. C'est vraiment pas le fun. Fait que c'est un podcast qui est vraiment intéressant, qui nous amène, qui pourrait nous amener sur plein d'autres sujets. Mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment inscrivez-vous à la conférence, si c'est toujours possible, au moment où vous l'écoutez, du 17 et 18 juin, qui est sur les 50 nuances de liberté. Donc, ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte. Et là-dessus, on va en conclure en vous disant, prenez le temps là, de vraiment analyser chaque individu, chaque situation, puis aussi de prendre en considération, je crois, un peu l'extérieur, là, les autres gens aussi autour de vous. Je ne sais pas, Maëlie, tu voulais finir ça sur quelle note? Y avait-tu un dernier conseil, recommandation, chose que tu voulais que les gens sachent absolument? Ben, en fait, c'est plus d'essayer, comme tu dis, c'est de comprendre en arrière de ça, qu'est-ce qui peut aider votre chien, de faire du cas par cas, d'essayer de voir votre chien, qu'est-ce qui l'aide, est-ce que c'est plus facile pour lui, dans son bien-être, à lui, de faire 1 heure de promenade en laisse parce qu'il bouge plus longtemps ou de sortir à comme 5h30 le matin à l'extérieur en lousse pendant 20 minutes, bien, au final, peut-être que ce 20 minutes-là va avoir été plus bénéfique, puis de vous poser des questions sur qu'est-ce que vous contrôlez réellement dans le quotidien avec votre chien, puis qu'est-ce que vous pouvez peut-être laisser aller ou au contraire, mettre vos énergies ailleurs. Fait que j'espère que ce podcast-là vous aura obligé à vous poser plusieurs questions en tant qu'intervenant aussi en comportement canin. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis vraiment contente des belles discussions. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Puis écrivez-nous en commentaire si jamais vous avez d'autres questions. Comme Maëlie disait, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes posées comme question, des moments où vous contrôliez votre chien, que vous êtes dit hey, est-ce que j'ai vraiment besoin? C'est intéressant, ça va nous permettre, nous, d'aller lire puis de aussi se poser des questions. Ouais. Merci tout le monde, on se revoit très bientôt.